Bonjour et bienvenue sur Balance ton fleu, le podcast de référence qui vous fait découvrir la pluralité du monde du français langue étrangère. Nous sommes Lisa et Zoé, toutes les deux passionnées de FLE et de sociolinguistique. Nous vous invitons à découvrir les différentes facettes de ce domaine à la fois singulier et pluriel. Découvrez les coulisses du podcast sur Instagram. Suivez notre actualité sur LinkedIn. Retrouvez du contenu exclusif via notre newsletter, le lien se trouve en barre d'infos. Et pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à nous suivre et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Bonne écoute! Dans le cadre de l'appel à projet Diversité 1+, soutenu et organisé par le Fonds citoyen franco-allemand, nous sommes partis à la découverte de la future Cité internationale de la langue française, dont l'ouverture est prévue pour le printemps 2023. En première partie de cet épisode, Valérie Senghor nous décrit en détail le projet, sa genèse, la politique dans laquelle il s'inscrit, ou encore ses ambitions sociales, éducatives et culturelles. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Valérie Senghor, directrice générale adjointe du Centre des Monuments Nationaux, en charge du projet de la Cité internationale de la langue française. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais avant de poursuivre, Valérie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Par exemple, quel est votre rapport personnel à la langue française ? Mon rapport personnel à la langue française, je pense qu'il est à l'image de celle que beaucoup de Français et francophones entretiennent avec cette langue, c'est-à-dire un rapport à la fois de très grande proximité, puisque c'est la langue que je manie au quotidien, et puis en même temps une langue qui ne cesse de m'intriguer, de me surprendre, parce qu'au fond, c'est une langue qui évolue sans cesse. Et je le perçois, je pense, d'autant plus que je travaille depuis plusieurs années maintenant sur ce projet. Et donc, ce projet m'a amené à, je pense, prendre conscience de la vitalité, de l'actualité de la langue française. Il y a aussi un grand nombre de débats, au fond, politiques, qui sont associés à des enjeux linguistiques, qui montre bien que la langue française est vraiment au cœur de nos vies de Français, de francophones, et au-delà, à l'international, dans son rapport aux autres langues. Voilà, donc c'est un objet fascinant par son évolution permanente et sa capacité, évidemment, à toujours représenter, exprimer le monde dans ses mutations perpétuelles. Merci, c'est une très belle introduction. Alors, je me permets de retourner à notre sujet principal, donc la future Cité internationale de la langue française. Donc, le nom est assez exhaustif, mais en bref, pour ceux qui ne seraient pas du tout au courant de ce projet, qu'est-ce que c'est ? Donc, la Cité internationale de la langue française, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un nouveau lieu culturel qui va s'installer au sein du château de Villers-Cotterêts, qui est situé dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France, à 80 km au nord de Paris. Ce lieu a pour vocation, alors c'est une vaste ambition, mais au fond de faire découvrir, de faire aimer, de partager la langue française avec le plus grand nombre, et ce, en présentant toute la diversité, toute la vitalité d'expression, tant en France que dans le monde, et en soulignant aussi ces permanentes interactions avec les autres langues, qu'elles soient nationales, donc les langues régionales en France, ou les autres langues nationales. Et est-ce que vous savez à tout hasard s'il y a des équivalents dans le monde, par exemple pour la langue espagnole ou anglaise ? Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, on observe ces dernières années qu'il y a un certain nombre de projets qui sont apparemment en train de se développer, l'un en Italie, l'autre en Allemagne. Et puis, il y a cet exemple pionnier au Brésil d'un musée de la langue portugaise qui a fonctionné il y a une dizaine d'années avec énormément de succès, qui a été incendié, donc qui a fermé très longtemps et qui a rouvert l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois, et qui est un lieu qui propose une expérience vraiment autour de la langue portugaise. Et il y a d'ailleurs, je trouve, des similitudes avec le programme qui est le nôtre. Donc ça, c'est le premier exemple d'un lieu, effectivement, complètement dédié à une langue. Et vous venez de dire que c'est un programme, enfin un musée qui existe depuis à peu près 10 ans, donc ça montre bien le regain d'intérêt que la population a pour sa langue, je dirais. Il y a aussi un autre projet qui lui a ouvert très récemment également,
je crois, l'année dernière encore. Donc, tout ça ayant été un peu perturbé par la crise sanitaire, donc je crois qu'il aurait dû rouvrir plus tôt, qui est un lieu qui se trouve aux États-Unis, qui s'appelle Planet World, et qui lui aussi s'intéresse aux langues, pas seulement la langue anglaise, ou la langue anglaise, là encore, dans ses rapports aux autres langues. Ce n'est pas vraiment un musée, c'est donc un lieu qui se situe dans un quartier, si j'ai bien compris, assez compliqué du point de vue social. Et donc, il y a aussi toute une approche qui vise à associer les communautés de ce quartier par des activités pédagogiques et de médiation. Donc, finalement, dans le projet de la Cité internationale de la langue française, il y a un peu de ça aussi, un enjeu vraiment d'appropriation par les publics du territoire, donc vraiment au plus proche, comme les publics à l'étranger. Quand je parle de public, j'ai autant en tête des familles, des touristes, que aussi des professionnels qui, nous l'espérons, trouveront là dans la cité un lieu dans lequel ils pourront venir travailler, échanger, rencontrer les publics, accéder à des ressources particulières. Comment va se positionner la Cité internationale de la langue française par rapport à toutes les structures déjà existantes autour de la langue française, comme l'Institut français ou comme France Éducation internationale, anciennement CIEP? Alors, vous m'amenez à compléter finalement mon propos précédent, parce que j'ai évoqué les activités, notamment culturelles, qui seront proposées au sein de la cité à un public large, d'enfants, d'adultes, de jeunes adultes. Il y aura aussi toute une dimension pédagogique et de formation. Cette composante du projet, elle est déjà à l'œuvre, puisque depuis 3 ans, une équipe de préfiguration est installée à Villers-Cotterêts. Nous avons une maison du projet dans laquelle nous organisons déjà un certain nombre d'activités, et beaucoup justement avec les établissements scolaires, les associations du territoire. Bon, il y a encore d'autres activités dont nous reparlerons peut-être ultérieurement, mais pour revenir à votre question, l'Institut français, France Éducation internationale et encore d'autres structures sont d'ores et déjà partenaires du projet, ou en passe de l'être, puisque cette cité, je le disais, elle se pense aussi comme un lieu de travail pour les professionnels, pour les enseignants, pour les formateurs de français. Et donc, évidemment, ces acteurs très installés dans le paysage sont pour nous des interlocuteurs absolument nécessaires pour co-construire des activités. Donc, avec France Éducation internationale notamment, le projet est en cours, donc je ne peux pas en parler complètement, mais nous travaillons à un programme de formation à l'international pour les enseignants, et nous sommes aussi en discussion avec l'Institut français pour que l'Institut français puisse relayer les activités de la cité quand elle sera ouverte, et au-delà, que l'on puisse, là encore, imaginer ensemble des programmes de découverte culturelle autour de la langue française. Il s'agit d'un projet initié par le président Emmanuel Macron, sauf erreur de ma part. Mais quelle est la genèse exactement? Alors, il est vrai que c'est en effet le président de la République qui a exprimé son souhait, sa volonté de faire restaurer ce château de Villers-Cotterêts pour en faire, il avait formulé ainsi, un laboratoire de la francophonie. Il a exprimé ce désir dans le cadre de l'annonce de sa stratégie pour la langue française et le plurilinguisme qu'il a faite en 2018 à l'Académie française. Il était venu 1 an avant, il n'était pas encore président, il était candidat à l'époque, dans la cour du château. Il y avait été amené par une association locale, par le député local qui tous s'émouvaient de la manière dont ce château était en train de se délabrer, de s'effondrer peu à peu. Et ils ont attiré son attention sur ce lieu. Voilà, donc tout est parti de cela. Alors pourquoi ce château et pourquoi ce projet autour de la langue française? C'est parce qu'évidemment, il entre en résonance avec l'histoire de ce château, puisque c'est à Villers-Cotterêts, dans le château de Villers-Cotterêts, qu'en 1539, François Ier, qui avait fait bâtir d'ailleurs ce château sur des fondations moyenâgeuses, a signé l'ordonnance du même nom, qui est interprétée comme ayant imposé l'usage de la langue française dans les actes de l'administration et de la justice du royaume, en remplacement du latin. Donc, les historiens considèrent que cette ordonnance a posé le premier jalon de l'essor de la langue française à travers son usage qui a commencé à se répandre dans l'administration et la justice à l'échelle du royaume.
Il faut rappeler aussi que le château de Villers-Cotterêts a accueilli parmi nos plus grands auteurs, puisque Molière y a présenté Tartuffe, Corneille et Racine y ont donné des représentations. Et puis même plus largement, il est intéressant de savoir que le territoire de l'Aisne est porteur d'une très riche histoire littéraire, puisque Alexandre Dumas est natif de Villers-Cotterêts, c'est l'auteur de langue française certainement le plus lu, le plus traduit dans le monde. Oui. Racine est né à La Ferté-Milon, tout proche. Jean de La Fontaine à Château-Thierry, là encore à quelques dizaines de kilomètres. Claudel aussi est originaire de ce territoire. Donc ce projet de Cité internationale de la langue française, à la fois, il s'inscrit dans le prolongement de cette riche histoire des liens tissés entre le château, son territoire et la langue française. Et en même temps, évidemment, il est porteur d'une approche contemporaine et internationale, c'est-à-dire qu'il s'enracine dans l'histoire, et en même temps, c'est un projet d'aujourd'hui et qui va s'intéresser d'ailleurs à des enjeux assez prospectifs autour de la langue française, de son enseignement, de sa présence dans le monde. Vous diriez que c'est une façon symbolique de montrer l'évolution et la richesse de la langue française, d'avoir choisi ce lieu? Parce qu'effectivement, quand on dit Villers-Cotterêts, on a tendance à penser au français de l'élite, un français très propre, très, très lisse. Et donc, si j'ai bien compris, la Cité internationale de la langue française a vraiment pour objectif de présenter la langue française dans sa diversité, dans sa richesse. Donc, est-ce un symbole d'avoir choisi Villers-Cotterêts? Bon, il faudrait poser la question au président de la République lui-même. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un défi là, à installer ce projet de cette cité d'aujourd'hui, cette cité internationale, dans un lieu qui est vraiment chargé d'histoire, cette enveloppe patrimoniale qui en effet symbolise d'une certaine manière le pouvoir du royaume de l'époque. Nous y voyons là plutôt un ancrage qui est extrêmement intéressant pour propulser aujourd'hui cet enjeu de la langue française. Et il y a aussi, bien sûr, une dimension très territoriale dans ce projet, puisque cette cité a vocation aussi à contribuer, je dirais, à faire connaître davantage le département de l'Aisne et je dirais, à générer aussi des retombées culturelles, sociales, économiques, touristiques, dans une région qui est confrontée à un certain nombre de difficultés, en particulier dans son rapport à la langue française, puisque l'Aisne est le département ou l'un des départements français qui affiche notamment l'un des plus forts taux d'illettrisme. Et ce sujet est évidemment aussi au cœur du programme éducatif, pédagogique de la Cité internationale de la langue française. Et nous travaillons déjà depuis plusieurs années avec les associations locales qui œuvrent dans ce domaine. Vous y avez déjà répondu en quelque sorte précédemment, mais plus concrètement, j'aimerais revenir aux ambitions extrêmement concrètes de ce projet. Donc, effectivement, il y a cette ambition, je dirais éducative, mais qui attendons-nous précisément à la Cité? Pourquoi? Dans quel but? Etc. Oui. La Cité internationale de la langue française, telle que nous sommes en train d'en concevoir le programme, effectivement, a vocation, on l'espère, à attirer un public varié, double, donc effectivement le grand public, entre guillemets, et les professionnels. Donc pour le grand public, cette cité sera conçue comme un lieu d'abord de découverte culturelle de la langue française, des cultures francophones plus largement. Donc le public y trouvera un parcours de visite permanent qui est vraiment une production complètement inédite. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui dans le monde à ce qui est en train de se fabriquer là. On pourra y revenir. Donc sur 1200 mètres carrés, un voyage qui sera proposé dans le temps et dans l'espace de la langue. Ce parcours de visite qui est conçu pour s'installer durablement dans la cité va être aussi complété, si je puis dire, prolongé, actualisé par l'organisation régulière d'expositions temporaires. 400 mètres carrés sont prévus dans les espaces pour pouvoir accueillir des expositions à la fois d'œuvres contemporaines, d'œuvres patrimoniales,
Ils pourront comme ça, je dirais, approfondir des thèmes qui seront abordés, évoqués dans le parcours de visite. La cité va être dotée également d'un auditorium assez modulable qui pourra accueillir autant des conférences, des rencontres, pour que cette cité soit vraiment un lieu d'échange d'idées, de débat, et également des spectacles, dont des concerts ou des festivals. Nous sommes en ce moment même en train d'élaborer la programmation de la première saison de cette cité, dont l'ouverture est prévue au printemps 2023, avec une ouverture donc simultanée de l'ensemble de ces espaces. Le château de Villers-Cotterêts est aussi, les bâtiments du château sont aussi bordés par des cours, des jardins, et il y a à l'arrière du château un parc qui lui-même donne accès à une forêt, la forêt de Retz, qui est une forêt qui est aujourd'hui moins connue que d'autres massifs forestiers qui sont à proximité, comme notamment la forêt de Chantilly. Et c'est pourtant une forêt qui est d'une très grande qualité, qui vient d'ailleurs d'obtenir le label forêt d'exception. Et nous avons vraiment à cœur de faire découvrir aussi ce patrimoine vert autour du château, et donc de favoriser des visites combinées, si je puis dire, entre l'offre culturelle du château et les propositions qui pourront être faites en extérieur. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, cette cité, au-delà de son projet propre, a aussi quand même pour fonction d'être finalement une porte d'entrée, une voie d'accès à tout un territoire qui est riche d'un patrimoine architectural extrêmement intéressant. On arrive à la fin de cette interview, donc j'aimerais terminer avec une question beaucoup plus légère. Donc nous sommes un média FLE, nous sommes profs de français de formation avec mon acolyte Lisa. Est-ce que la Cité de la langue française, c'est le paradis des profs de français ? Nous espérons que effectivement ça le sera. En tout cas, les enseignants de français sont pour nous, là encore, je n'aime pas utiliser le terme de cible, je trouve ça très joli, sont des visiteurs que nous souhaitons voir en nombre dans la cité. En tout cas, nous y travaillons, au travers notamment du parcours de visite que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, parce que il y aura là, je crois, vraiment un réservoir, une plateforme de ressources culturelles, statistiques, historiques, pédagogiques très intéressantes pour les enseignants. Et nous travaillons d'ailleurs à des éléments de médiation pour que les enseignants puissent s'emparer de ce parcours. Ils viennent, ils reviennent avec leur classe, parce que c'est un parcours qui sera très dense, très riche en informations. Donc, il y aura vraiment de quoi revenir à plusieurs reprises pour complètement s'en emparer. Les résidences aussi, parce que nous aurons dans la cité une dizaine d'ateliers de résidence dans lesquels nous souhaitons pouvoir inviter des artistes, des écrivains, mais aussi des enseignants, des formateurs, sans compter les chercheurs et les entrepreneurs qui travaillent, certains sur de nouvelles méthodes de langue, qui travaillent sur des enjeux technologiques liés à la langue. Donc, ces ateliers, nous les concevons au fond comme des moyens au fond de proposer de l'espace, du temps à, par exemple, donc un enseignant qui viendrait écrire un texte ou tester une nouvelle méthode. Donc, il trouvera là aussi l'occasion de pouvoir rencontrer d'autres professionnels qui seront en résidence dans la cité en même temps que lui, et bien sûr d'aller à la rencontre des publics. Donc, les enseignants sont vraiment pour nous, d'ores et déjà d'ailleurs, des interlocuteurs là aussi avec lesquels nous co-construisons le programme, puisque nous sommes beaucoup en lien avec la Fédération internationale des professeurs de français, pour citer un autre partenaire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous venez d'écouter Balance ton FLE. Ce podcast a été produit et réalisé par Lisa Perdriel et Zoé Duval. Retrouvez des informations complémentaires et les ressources citées dans l'épisode sur notre site internet balancetonfleu.fr. La bande-son de cet épisode a été réalisée par Carmin Instru et le montage par Aude Langlois. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
À À bientôt. bientôt.